Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Plénitude Finance, le podcast grâce auquel vous apprenez à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Je suis Xavier et je vous ai concocté un programme un petit peu spécial aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, comment gagner plus d'argent à la fin du mois. C'est une promesse énorme, mais que ce soit pour un objectif bien spécifique, pour se faire plaisir ou pour mieux gérer les imprévus, nous pouvons tous rechercher des moyens simples et efficaces pour augmenter nos revenus. C'est une promesse énorme que je vous fais aujourd'hui, mais je vous assure que si vous écoutez bien, si vous mettez en application ce que je vais vous présenter, il y a de fortes chances pour que cela soit efficace. Alors dans cet épisode, je vais vous donner des astuces pratiques pour y arriver, à gagner plus à la fin du mois. Mon but principal est d'ailleurs de vous aider à demander et obtenir une promotion ou une augmentation de salaire dans votre travail. Alors, c'est un sujet qu'on va traiter dans la deuxième partie de l'émission et nous allons parler dans la première partie d'autres façons de gagner plus d'argent chaque mois, comme le développement d'une activité secondaire en parallèle de la principale par exemple, ou en investissant judicieusement l'argent qui peut-être dort sur vos comptes. Et nous aurons bien sûr une troisième partie qui peut-être sera celle qui vous intéressera le plus, avec son aspect très pratique puisque je répondrai aux questions que vous pouvez vous poser sur les sujets qui sont abordés aujourd'hui. Ça sera en mode flash, vos questions, mes réponses. Ne ratez pas cette troisième et dernière partie. D'habitude, nous discutons plutôt sur cette chaîne de comment dépenser moins. Aujourd'hui, c'est comment gagner plus. Juste avant d'attaquer le sujet du jour, je me permets de vous dire quelques mots sur moi, Xavier, le monsieur podcast de Plénitude Finance. En parallèle de cette mission de podcasteur que j'adore, je coach et crée du contenu dans le domaine des finances personnelles. J'ai inventé pour cela le concept Financer sa vie, avec pour mission de vous aider à créer et financer votre mode de vie idéal. Cela se fait en 3 temps. 1. Clarifier vos objectifs pour le futur. 2. Calculer votre capacité d'épargne et votre patrimoine net. 3. Aligner votre épargne et vos investissements avec vos objectifs de vie. Pour en savoir plus, vous pouvez naviguer sur www.financersavie.com et en profiter pour rejoindre l'espace membre, c'est-à-dire s'abonner à la newsletter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Je vous l'ai annoncé, première partie, comment gagner de l'argent en plus à côté de votre salaire. D'habitude, sur cette chaîne, nous réfléchissons à comment dépenser moins. Et nous y passons pas mal de temps car il existe 1000 façons de le faire. Rien que pour le budget alimentation, par exemple, vous pouvez arrêter les livraisons Uber Eats ou Deliveroo. Vous pouvez apporter votre gamelle au travail plutôt que d'aller au restaurant. Bref, rien que sur ce sujet-là, on peut facilement gagner des dizaines ou des centaines d'euros qui font vraiment la différence à la fin de l'année. En plus, ces solutions sont souvent meilleures pour votre santé que votre comportement actuel. Certains clients de Plénitude Finance ont aussi témoigné de leurs tactiques spécifiques pour économiser et dépenser moins, comme celle qui vise à attendre 15 jours avant de concrétiser un achat. Ben oui, en 15 jours, on a le temps de s'assurer qu'on a toujours envie de cet achat et aussi de s'assurer qu'on en a vraiment besoin. Et parfois, au bout des 15 jours, on n'achète plus et donc c'est autant d'économiser. Bref, aujourd'hui, nous passons de l'autre côté de la barrière, celle des revenus. Alors, je vais débuter dans cette première partie. Première partie, on ne parle pas de salaire, on parle du reste sur investir intelligemment. Voilà. Première sous-partie, investir intelligemment. Alors, investir intelligemment, c'est d'abord vous confirmer que vous n'avez pas besoin d'être un expert de la finance pour commencer à investir. Et vous n'avez pas non plus besoin d'avoir des centaines de milliers, ni même des dizaines de milliers d'euros de côté pour le faire. L'idée ici, c'est de faire travailler votre argent pour vous, même si ce n'est qu'un petit montant, plutôt que de le laisser dormir. En effet, pourquoi investir ? C'est simple. Mettre de l'argent de côté, économiser, épargner tous les mois, c'est ce qu'on vous apprend à faire sur Plénitude Finance, c'est bien. Mais si vous le laissez dormir sur un compte épargne, il ne vous rapportera rien ou presque rien. Alors que si par exemple vous investissez en bourse ou en immobilier, vous pouvez faire croître cet argent sur le long terme. Et ce n'est pas si compliqué. Il existe des applications ou des services qui vous permettent de commencer avec des petites sommes et qui vous guident pas à pas. Alors, je vais vous donner d'ores et déjà un premier exemple. Alors, on va parler de Paul, qui est un de mes amis, qui a commencé à investir 50 € par mois en bourse. Bien sûr, on a discuté ensemble de comment faire et on a retenu une solution simple, très simple. Il a choisi un tracker qu'on appelle encore ETF, alors Exchange Traded Fund. Voilà, c'est un peu barbare, mais en fait, c'est simplement un produit financier qui réplique un indice boursier. Donc, quand vous achetez l'ETF qui suit le principal indice de la bourse américaine, par exemple, qui est le S&P 500,
Bah, c'est comme si Paul avait acheté une petite part de chacune des 500 entreprises cotées qui composent cet indice. Alors le plus intéressant, c'est de placer ces trackers qui vont suivre cet indice sur un plan d'épargne en action. Pourquoi? C'est parce que ce plan d'épargne en action vous permet de bénéficier d'avantages fiscaux. Donc, on aurait vraiment tort de s'en priver, puisque si vous retirez de l'argent de votre PEA, plan d'épargne en action, après 5 ans, les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu. Voilà, vous payez 0 impôt sur les gains après 5 ans d'ouverture de votre PEA. Alors, vous serez redevable simplement des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% de vos gains. Si vous n'avez pas de PEA, pas de panique, le mieux c'est d'en ouvrir un sur une banque en ligne par exemple. Pourquoi une banque en ligne? Parce que vous bénéficierez souvent de frais très réduits, voire offerts. Pour ma part, j'ai le mien chez Boursobank et j'en suis tout à fait satisfait. Et c'est aussi là que Paul a ouvert le sien. Alors, vous pouvez investir ces 50 € par mois vraiment facilement, hein, c'est en quelques clics. Et dites-vous qu'une somme investie aujourd'hui avec un rendement net de 5% par an, aura augmenté de 50% dans 9 ans et doublé dans 15 ans. Bon, c'est quand même assez spectaculaire, sachant que 5% c'est un rendement que vous pouvez espérer avec la bourse, qui fait habituellement un petit peu mieux que ça. Et aujourd'hui, eh bien, Paul, il a un joli capital qui continue de croître tout seul. Alors, bien sûr, la bourse est volatile, hein. Il y a des hausses, il y a des baisses. Les cours varient tous les jours, toutes les heures, sur les heures d'ouverture. Et si la tendance est clairement à la hausse à long terme, c'est ce que je vous disais, il faut être capable d'encaisser les secousses à court terme et de voir, sur certaines périodes, son capital perdre de la valeur. En effet, vous achetez aujourd'hui, par exemple, pour 100 € d'actions, bah, peut-être que demain, la bourse va avoir une mauvaise journée, va perdre 2%, donc demain soir, vous n'aurez plus que 98 dans votre portefeuille, alors que vous avez investi pour gagner, pas pour perdre. Donc il faut être capable de gérer cet aléa, sachant que normalement, si vous regardez rien et que vous attendez un an ou deux, ben vous verrez que votre 100 il sera devenu 105, 108, 112. Donc si vous êtes prêt à investir ces 50 € tous les mois et à les positionner sur le même produit, là je vous recommandais l'ETF qui suit l'indice de la bourse américaine, eh bien faites-le parce que sur le long terme, la bourse a fait largement ses preuves en progressant de 5 à 10% par an. Alors, il n'y a pas que la bourse hein, pour investir avec de l'argent que vous avez, mais il y a aussi l'immobilier. Alors l'immobilier, comme la bourse d'ailleurs, hein, c'est un secteur qui peut paraître intimidant parce que bah, ça paraît compliqué, c'est pas à la portée de tout le monde, il y a plusieurs intervenants, plusieurs professionnels. Donc vous pouvez être intimidé par ce secteur. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter un appartement ou une maison pour investir dans l'immobilier. Vous pouvez acheter aussi des parts de SCPI par exemple. Alors je suis désolé pour les quelques termes peut-être un peu barbares pour les néophytes, mais c'est quoi une SCPI? C'est une société civile de placement immobilier. Alors à quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son objet? Une SCPI collecte de l'argent auprès de nombreux investisseurs, comme vous, comme moi, dans l'unique objectif d'acquérir et gérer un patrimoine immobilier destiné à la location. Donc en gros, la SCPI, bah, elle fait ce que vous feriez si vous achetiez un appartement pour le louer. Donc elle sélectionne les meilleurs produits, elle fait les démarches à la banque pour emprunter, elle fait les démarches avec le vendeur, avec le notaire, elle remet à jour les immeubles, parce qu'elle n'achète pas appartement par appartement, elle achète des immeubles, elle les remet à jour, elle fait des travaux, elle a les permis nécessaires pour le faire, elle embauche les entrepreneurs qui vont venir faire les travaux. Elle met le bien à la location, elle assure la gestion locative, elle assure le suivi, elle assure les changements de loyer, elle assure la mise aux normes des bâtiments en permanence. Bon, elle fait tout. Elle fait tout, ce qui est quand même assez chronophage quand on le fait en direct. Et au-delà d'être chronophage, c'est parfois une vraie prise de tête. Alors, pour investir au sein d'une SCPI, vous devez simplement acquérir une ou plusieurs parts du capital de la société. Alors, en moyenne, une part vaut entre 150 et 1000 €. Et vous recevez en retour environ 5% de loyer ou dividendes chaque année. Vous pouvez les recevoir trimestriellement ou mensuellement. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les recevoir une fois par année, vous pouvez les recevoir plus souvent, ce qui peut vous faire un apport régulier d'argent. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé fiscalité et prélèvements sociaux sur le PEA, qui est vraiment un outil hyper intéressant. Là, les dividendes issus d'une SCPI sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
et sont déclarés comme des revenus fonciers. Donc c'est exactement comme si vous aviez une location d'un appartement classique. L'investissement locatif par le biais d'une SCPI peut aussi générer un déficit foncier, donc participer à réduire votre impôt sur le revenu. Pour acheter des parts, vous pouvez vous rapprocher directement d'une société civile de placement immobilier, SCPI, ou bien d'un intermédiaire comme une banque, par exemple, ou un conseiller en gestion de patrimoine. Personnellement, j'ai investi mon SCPI chez le spécialiste Intergestion grâce à mon conseiller, mais je pourrais aussi le faire aussi bien aujourd'hui chez Boursorama, qui en propose également depuis cette année, depuis 2024. Ça serait même encore plus simple si je devais débuter aujourd'hui. En synthèse, la SCPI achète, exploite et vend les immeubles pour vous. Donc vous n'avez rien d'autre à faire que d'acheter des parts pour récupérer les loyers, sans les difficultés de gestion. Cerise sur le gâteau, qui est quand même importante, c'est qu'il est aussi possible de contracter un emprunt immobilier pour acheter des parts de SCPI, ce qui vous permettra d'accélérer nettement le développement de votre patrimoine, puisque vous pourrez avoir cet effet de levier où vous achetez des parts de SCPI avec de l'argent qui vous a été prêté et rembourser petit à petit votre emprunt, une partie de votre mensualité grâce aux loyers qui vous sont versés par la SCPI. Alors que ce soit en bourse ou que ce soit dans l'investissement immobilier, l'important c'est de se lancer. Même avec de petites sommes, on l'a vu, on n'est pas obligé d'être très fortuné pour débuter. Et les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, n'hésitez pas à commencer le plus tôt possible et le plus régulièrement possible. Dans la mesure du possible, essayez de programmer vos virements tous les mois. Comme ça, vous êtes sûr que vous servirez en premier votre intérêt avant de servir ceux d'autres. Alors, avant de commencer, vous pouvez suivre la formation simple et efficace de Plénit Finance qui s'appelle Plénit Invest, qui va vous donner quelques informations un petit peu plus détaillées, ce que j'ai fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous aurez le lien dans la description de l'épisode. Donc, pour gagner plus d'argent à côté de son salaire, première chose, un investissement tous les mois, avec de l'argent que vous avez déjà qui dort sur un compte, soit dans l'immobilier, soit dans la bourse. Je vais vous parler d'une autre façon de gagner un petit peu plus d'argent tous les mois. Et cette autre façon, c'est le développement d'une activité annexe. Et oui, il existe une autre manière simple de gagner un peu plus chaque mois, développer une activité secondaire à côté de votre boulot principal. Alors, cela peut être quelque chose que vous aimez déjà faire, c'est d'ailleurs mieux, je vous le recommande, c'est mieux si vous aimez déjà faire ça ou si vous le faites déjà. Ou ça peut être une compétence que vous maîtrisez, que vous pourriez monétiser, ou encore quelque chose que vous voulez apprendre pour le monétiser. Alors, je vais vous donner un premier exemple basique. Peut-être que vous aimez bricoler. Alors, pourquoi ce compte-là ne pourriez-vous pas proposer des services de montage de meubles, de peinture ou de je ne sais quoi d'autre? Vous pouvez tout à fait faire cela le week-end, dans votre voisinage par exemple. Alors, je ne sais pas, vous pouvez le faire savoir, faire une petite campagne en proposant vos services dans les boîtes aux lettres. Il existe encore, vous savez, à la boulangerie, on peut encore mettre une petite annonce. Et après, vous avez bien sûr X outils en ligne qui permettent de faire ça. Mais je pense que les boîtes aux lettres et puis le bouche à oreille dans le quartier, c'est quand même pas mal. Bon, alors si le truc, c'est pas votre bricolage, mais c'est le babysitting, par exemple, ou garder des animaux, ou donner des cours de maths à des collégiens, ou de je ne sais quoi, voilà, c'est la même chose. Vous pouvez tout à fait mettre à profit vos compétences, vos connaissances, vos expertises pour gagner un petit peu plus d'argent tous les mois. Bon, il y a un autre moyen aussi, qui est peut-être encore plus simple et pourtant diablement efficace. Pourquoi ne pas vendre des objets d'occasion après avoir fait le tour de ce qui est inutilisé chez vous? Peut-être avez-vous des choses qui ont un petit peu de valeur mais dont vous ne servez pas. Non seulement ça vous permettra de mettre de l'ordre chez vous, ça vous permettra de vous débarrasser de vieilleries et ça vous permettra de gagner un petit peu d'argent. Alors l'idée, de manière générale, c'est de trouver quelque chose que vous pouvez faire en dehors de vos heures de travail, qui ne vous stresse pas trop et qui vous rapporte un complément de revenu. Voilà, l'idée c'est pas de vous mettre en difficulté, l'idée c'est de faire simple. Si vous gagnez 50 € de plus au début, c'est toujours bon à prendre pour l'investir, comme nous l'avons vu en début d'émission. Et peut-être qu'en poursuivant vos efforts, ça va être 500 € que vous allez gagner en plus tous les mois, ou peut-être plus. Je vous le disais, il faut que ça soit réaliste. Donc réfléchissez bien pour cela au temps, au volume global d'horaires que vous pouvez y consacrer et au créneau horaire auquel vous pourrez vous consacrer à cette activité secondaire. Il s'agit de ne pas tout sacrifier, que ce soit votre famille, vos loisirs, vos amis, pour le regretter plus tard. Donc, ayez cette réflexion en amont. Alors là, je connais Sophie, qui est une de mes amies, qui adore les animaux. Adore les animaux, toujours été comme ça. Alors elle a commencé à faire de la garde d'animaux en s'occupant des chiens et chats de ses voisins pendant leurs vacances. Et là, alors elle a fait aucun marketing, aucune com, c'est vraiment le bouche à oreille, le bon feeling qu'elle a avec ses voisins, ses voisines.
Et il a tellement bien fonctionné, ce bouche à oreille, qu'aujourd'hui, ça lui rapporte entre 100 et 1 000 € par mois, en plus de son salaire. Selon la période, elle s'occupe de plus ou moins d'animaux. Évidemment, l'été, c'est là où il y a le plus de besoins. Ce qu'elle adore faire, et c'est vrai qu'elle a eu la chance de trouver ce qui lui plaisait vraiment dans son quartier. Alors c'est vrai que souvent, hein, on aime les chats ou on aime les chiens. Bon, Sophie, elle a de la chance, elle aime les deux. Donc, elle s'occupe de chiens comme de chats. Voilà, donc elle a des clients réguliers, des clients irréguliers, mais en tout cas, tous les mois, elle arrive à ramener quelques dizaines, ou plutôt aujourd'hui, plusieurs centaines d'euros, qui l'aident à mettre du beurre dans les épinards et surtout à préparer ses objectifs de moyen terme. Alors, je me répète un petit peu et je m'en excuse, mais le truc, c'est vraiment de trouver une activité qui ne soit pas trop contraignante et qui vous permette de gagner un peu plus d'argent sans trop de stress. Alors bien sûr, vous pouvez faire ça facilement d'un point de vue juridique en vous installant en auto-entrepreneur. Hein. Vous allez sur le site de l'URSSAF qui s'appelle www.autoentrepreneur.ursaf.fr et vous saurez tout et vous verrez, c'est quand même relativement simple. Prenez un temps pour réfléchir. Soit vous faites pause maintenant sur l'épisode, soit ce soir. Mais réfléchissez, quelle est la chose que vous pourriez faire facilement à côté de votre travail et qui pourrait vous rapporter un peu d'argent. Alors, que vous choisissiez d'investir dans la bourse ou dans l'immobilier ou de développer une activité annexe, les deux sont d'ailleurs tout à fait cumulables, d'ailleurs il vaut mieux les cumuler, il y a plein de façons de gagner un peu plus d'argent chaque mois. Alors on va attaquer maintenant la deuxième partie de l'émission, celle que je vous ai promis dans mon introduction. Si vous êtes salarié, parlons de ce que vous pouvez faire au sein de votre entreprise ou de votre administration pour augmenter vos revenus. Peut-être que vous ne vous êtes jamais senti à l'aise de demander une augmentation ou que vous ne savez pas comment aborder le sujet. Alors mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner quelques conseils simples et pratiques pour y arriver. Premièrement, quand vous voulez obtenir une promotion ou une augmentation de salaire, premièrement, posez-vous 3 questions pour bien vous préparer. Oui, quand on pense à demander une promotion ou une augmentation, il est tout à fait normal d'avoir un peu de stress. Mais cela ne doit pas vous paralyser et vous empêcher de le faire. La clé, c'est de bien se préparer. Alors, quelles sont les 3 questions simples que vous devez vous poser avant d'aller voir votre patron? Première question, c'est pourquoi je veux cette augmentation? Le pourquoi. Réfléchissez bien et identifiez ou rappelez-vous ce que va vous permettre cette évolution salariale. Voilà, au fond, vous la voulez pourquoi? Un exemple, ça peut être pour accomplir votre rêve d'acquérir votre première résidence principale ou d'acquérir votre résidence secondaire pour vos vacances. Peut-être que vous avez réalisé un coaching budgétaire avec Plénit Finance, grâce auquel vous économisez désormais 400 € par mois. Mais il vous en faut 300 de plus pour convaincre le banquier de vous prêter la somme nécessaire. Voilà un puissant pourquoi. Là, vous avez un objectif réel, vous savez combien il vous manque et vous savez pourquoi vous voulez cette augmentation. Donc, dans ce cas-là, vous avez besoin de cette augmentation pour acheter la maison de vos rêves et vivre en famille. Le pourquoi peut être le financement des études de vos enfants, offrir une maison de retraite convenable à vos parents ou n'importe quel autre de vos objectifs. Mais bien l'identifier va vous aider à garder votre détermination pendant tout le process d'attribution des mesures salariales. Et de la détermination, il va en falloir. Deuxième question, c'est pas pourquoi je la veux, mais c'est pourquoi je la mérite. Pourquoi je mérite cette augmentation? Bien sûr, il faudra montrer que vous êtes prêt à prendre plus de responsabilités, mais vous devrez avant tout identifier tout le bon travail que vous avez déjà réalisé et qui mérite d'être reconnu. Pensez à 3 bonnes raisons qui justifient cette demande. Ça peut être parce que vous avez accompli des projets importants, parce que vous avez pris des initiatives ou parce que vous avez amélioré vos compétences. Prenez le temps de noter au moins 3 bonnes raisons pour lesquelles vous méritez cette augmentation. Mais notez-les vraiment, notez-les sur un papier, un support numérique, ce que vous voulez, mais c'est très important pour l'ancrer. Et si vous en êtes convaincu vous-même, forcément, vous convaincrez plus facilement votre interlocuteur. Et mettez-vous à la place de cet interlocuteur d'ailleurs. Mettez-vous à la place de votre responsable pour s'assurer que ses arguments pourront l'atteindre. Voilà. Essayez de voir, lui, à quoi il attache de l'importance et voir si ce que vous avez identifié mérite vraiment de le partager avec lui. Première question, pourquoi je la veux? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie, que j'ai besoin de cette augmentation? Deuxième question, pourquoi je la mérite? Et troisième question, qu'est-ce qui me manque pour ce poste ou cette augmentation que je vise? Alors, soyez honnête avec vous-même. Il y a probablement des compétences que vous devez encore développer. Très probablement. Et commencez à travailler dessus dès maintenant.
Un exemple, vous n'êtes peut-être pas encore à l'aise avec ce logiciel que plusieurs collègues maîtrisent dans votre entreprise. Prenez le temps de vous former sans attendre que votre employeur vous le propose, que le plan de développement des compétences de l'année d'après soit fabriqué, soit présenté, soit déployé. Voilà, commencez seul s'il le faut, et aujourd'hui. Vu toutes les ressources en ligne qui existent, vu toutes les ressources que vous devez avoir dans votre entreprise, il n'y a rien qui ne peut vous empêcher de démarrer aujourd'hui. Donc dans cette troisième question, qu'est-ce qui vous manque pour ce poste ou pour cette augmentation? Identifiez les points faibles que votre patron pourrait soulever et préparer des réponses. Par exemple, il pense peut-être que vous n'êtes pas assez rigoureux ou il va vous dire que vous n'êtes pas assez rigoureux. Eh bien, montrez-lui des exemples concrets où vous avez réussi à améliorer ce point. N'hésitez pas à illustrer vos propos et préparez-vous à ce que votre patron va vous dire. Alors, ces 3 questions simples vont vous aider à préparer et être plus sûr de vous lorsque vous irez voir votre responsable. Voilà, ça ne garantit rien, mais ça garantit que vous serez prêt et que vous pourrez donner le meilleur de vous-même lorsque vous irez voir votre patron. Ce qui est important, c'est de noter et d'organiser vos réponses à ces questions. Ne négligez pas cette étape, préparez-vous à fond. Mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Alors, une fois que vous avez fait cette étape de préparation de ces 3 questions, on va passer à la deuxième étape qui est comment réussir sa demande d'augmentation, sa demande de promotion. Maintenant que vous êtes prêt, et seulement maintenant, sans brûler les étapes précédentes, il est temps de passer à l'action. Alors, voici les quelques conseils que je peux vous donner. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai préparé 5. 5 conseils. Le premier, soyez direct mais respectueux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Commencez par expliquer pourquoi vous méritez cette augmentation. Ça, c'est l'aspect être direct. Soyez clair, soyez précis sur vos réalisations et les raisons pour lesquelles vous avez ajouté de la valeur à l'entreprise. Vous avez déjà tout préparé, c'est vous qui avez la main dans cette phase. Donc faites passer les messages et surtout soyez factuel. Illustrez tous vos propos. Par exemple, dire « je suis rigoureux » ne sert à rien. Par contre, dire « lorsque vous m'avez confié le dossier de réclamation du client en Tartampion, j'ai examiné chaque ligne du contrat pour être certain de vous préparer un courrier de réponse argumenté que vous avez pu signer sans y retoucher et grâce auquel le client a cessé ses poursuites. » Là, vous montrez que vous avez su être rigoureux pour analyser le dossier et répondre point par point afin de ne plus laisser de porte ouverte à la réclamation pour le client. Là, vous marquerez des points comme cela. Soyez factuel, illustré, ne soyez pas sûr du ressenti. Alors, quand je disais soyez direct mais respectueux, voilà, n'oubliez pas que vous devez mettre votre patron avec vous. Vous ne devez pas vous opposer à lui, il doit être avec vous. Donc, vous devez tranquillement, dans cette phase, exposer, présenter et montrer en quoi vous l'aidez. Voilà, il a besoin d'être aidé, lui. Donc, deuxièmement, montrez que vous êtes engagé. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire donnez-vous à fond. Faites le kilomètre de plus, le dossier en plus ou le sourire en plus. Si faire des heures supplémentaires vous permet de faire la différence, faites-les. Démarquez-vous des autres. Montrez et expliquez que vous êtes prêt à continuer à vous investir dans votre travail et que vous voulez continuer à progresser. Si on vous confie 10 dossiers à traiter dans la journée, essayez d'en faire 11. Si vous en faites 11, ça jouera forcément pour vous. Montrez votre engagement. Et si vous êtes prêt à prendre plus de responsabilités, dites-le tout simplement. Et montrez que cela est cohérent avec la stratégie de l'entreprise. N'oubliez pas que vous devez montrer à votre responsable le soulagement que vous pouvez lui apporter sur des sujets qui lui posent des problèmes au quotidien. Vous devez l'aider tout simplement à lui faciliter le quotidien. Ce qui compte pour votre employeur, c'est la valeur que vous lui apportez. Réfléchissez à la valeur que vous apportez. Donc, premièrement, soyez direct mais respectueux. Deuxièmement, montrez que vous êtes engagé. Et troisièmement, nous en arrivons au troisième conseil, soyez visible. Alors ça, c'est pas facile souvent parce que avant même de demander une promotion, il faut s'assurer que notre travail est visible. Alors parfois, on n'aime pas trop se mettre en avant parce que des fois, on n'aime pas trop les gens qui se mettent en avant parce que parfois, ils font ça pour cacher qu'il n'y a pas grand-chose derrière et qu'ils n'avancent pas vraiment dans leur dossier. Mais sachez que parmi tous les gens qui rendent leur travail visible, la plupart ont vraiment travaillé. Alors, comment vous pouvez faire ça? Parlez de vos réussites à vos collègues, à votre supérieur, sans en faire trop, mais assez pour qu'ils soient au courant de vos contributions. Donc, il ne s'agit pas d'arriver tous les matins en expliquant tout ce que vous avez fait d'extraordinaire la veille, mais
Quand il y a un petit quelque chose qui peut faire la différence, qui est un petit plus, faites-le savoir quand même. Partagez-le. Vous devez être vu comme une personne qui apporte au collectif. Qui apporte au collectif de travail, c'est-à-dire à votre équipe et à l'entreprise en général. Donc faites en sorte de distiller les messages, de distiller vos réalisations au bon moment et aux bonnes personnes. Quatrième conseil, restez ouvert à discussion. Restez ouvert aux discussions. Parfois, votre patron ne pourra pas vous donner immédiatement ce que vous demandez. C'est normal, hein. Tout ne dépend pas forcément de lui non plus en direct. Des fois, ce n'est pas le bon moment. Parfois, c'est un peu tôt. Alors pour autant, ne rejetez pas tout en bloc. Soyez prêt à discuter d'autres options. Alors ça peut être quoi d'autres options? Un plan d'augmentation pour les mois à venir par exemple. La possibilité d'assumer plus de responsabilités pour montrer que vous êtes capable. Ça peut être encore une commission sur les nouveaux clients que vous amèneriez par exemple, même si vous n'êtes pas commercial, mais tout est discutable. Positionnez-vous en partenaire pour l'aider à réussir. Voilà. Vraiment, je vous recommande de retenir ça. Soyez un partenaire de votre responsable pour l'aider à réussir. Et vraiment, si vous pouvez arriver à développer un petit peu le business de votre entreprise et d'amener de nouveaux clients, vraiment, discutez d'une commission là-dessus. Ça devra arranger tout le monde. Cinquièmement, ce que je vous recommande, c'est vraiment de garder de l'énergie. Alors, garder de l'énergie, ça veut dire quoi? Gérer une demande de promotion, ça peut être stressant. Alors prenez soin de vous. Dormez bien, mangez aussi sainement que possible. Faites de l'exercice pour rester en forme et positif. Posséder une bonne énergie augmentera réellement votre confiance en vous et vous permettra de mieux rayonner dans votre entreprise. Ça ne peut que jouer en votre faveur. On connaît tous ce collègue que l'on croise le matin et qui vous donne juste envie de rentrer chez vous parce que rien ne va. Ne soyez pas cette personne, soyez celui que l'on veut croiser pour se dynamiser, pour être en forme, pour amener de l'énergie dans son quotidien de travail. Donc je vous répète une dernière fois ces 5 conseils pour faire une demande de promotion qui a toutes les chances d'aboutir. Premièrement, soyez direct mais respectueux. Deuxièmement, montrez que vous êtes engagé. Faites le kilomètre de plus, le dossier en plus, le sourire en plus. Troisièmement, soyez visible. Dites quelques mots de votre travail de façon bien sentie à vos collègues, à vos chefs. Quatrièmement, restez ouvert aux discussions. Voilà, je vous ai dit, peut-être tout ne va pas marcher du premier coup, mais soyez ouvert et montrez que vous êtes prêt à discuter et surtout que vous vous positionnez en partenaire pour l'aider à réussir. Et cinquièmement, gardez de l'énergie. Voilà, avoir une augmentation, comme le monde du travail en général, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc gérez votre énergie, dormez bien, mangez bien, faites de l'activité pour vous vider l'esprit. Je pense que, sincèrement, en suivant ces conseils, vous allez mettre toutes vos chances de votre côté pour obtenir ou demander l'augmentation ou la promotion que vous espérez. Alors, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que finalement, il existait plein de façons d'augmenter vos revenus, que ce soit en investissant, de plusieurs façons d'ailleurs, en investissant en bourse, en investissant dans l'immobilier, et qu'il existait des solutions relativement simples. Même s'il y a des mots un peu barbares, on peut faire simple. Vous pouvez aussi augmenter vos revenus en développant une activité annexe, ou encore en demandant une augmentation. Voilà, ce sont vraiment plusieurs voies qui s'offrent à vous. Le plus important, c'est de prendre les devants et de ne pas attendre que les opportunités viennent à vous. Voilà, votre patron va rarement sonner chez vous pour vous dire « Ah tiens, j'ai une bonne nouvelle, je vais te confier ces responsabilités » si vous n'avez rien fait de ce qu'on a dit avant. Personne va sonner chez vous pour vous dire « Tu veux pas que je te paye pour monter mes meubles ?» Ça m'étonnerait. Et pourtant, si vous allez vers les gens, si vous créez ces opportunités, elles vont forcément être positives. Donc soyez proactifs, que ce soit en planifiant de petites actions de progrès chaque jour, en planifiant des grandes étapes pour votre carrière. Prenez en main votre avenir. Alors si vous avez trouvé ces conseils utiles, écoutez, n'hésitez pas à les mettre en pratique. J'espère qu'ils pourront vous aider à progresser vers vos objectifs. Et essayez de réfléchir dès aujourd'hui à ce que vous pourriez faire pour gagner un peu plus chaque mois. Et surtout, ne sous-estimez jamais l'importance de bien se préparer et de rester positif. Rester positif avec de l'énergie, c'est vraiment essentiel. Ça y est, nous voici arrivés peut-être au moment que vous attendez le plus de ce podcast. Ce sont les questions que vous vous posez. Et donc, on va répondre en mode foire aux questions. J'ai pris plusieurs questions en vrac, qui sont venues dans mon esprit, qui sont venues de votre part et qui sont venues d'un peu partout. J'ai pu les récolter et je vais vous apporter les réponses les plus adaptées
à mon avis, sur les sujets du jour, comment gagner plus. Je vais attaquer par une première question. Quel est le moment pour demander une augmentation? Moi, ce que je pense, c'est que le meilleur moment, c'est souvent juste après avoir réalisé un projet important. Hein, voilà, vous êtes en état de grâce, ou en tout cas, vous avez pu montrer que vous faites du bon travail, et donc ça peut être vraiment le bon moment. Ça peut être évidemment, c'est paraît plus basique et évident, mais ça reste un très bon moment, c'est pendant les entretiens annuels d'évaluation. Selon l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ça peut être en amont de la période budgétaire de l'entreprise. Alors, c'est en général plutôt fin d'année, septembre, octobre. Voilà, avant que les budgets soient décidés pour l'année d'après, bah, c'est le moment de se présenter, quoi. Et enfin, petite stratégie, c'est souvent après 1 ou 2 ans dans le poste si vous n'avez jamais été augmenté. Ça commence à être raisonnable de parler d'une évolution salariale. En tout cas, ce que je vous recommande, c'est d'éviter bien sûr les périodes de stress. Ça peut être la clôture annuelle, ça peut être une restructuration. Et d'éviter aussi les vendredis après-midi. Les gens n'ont pas envie d'être embêtés un vendredi après-midi. Ils n'ont pas envie qu'on leur gâche le week-end. Et à mon avis, il y a des chances qu'ils vous le fassent payer le lundi. Question suivante. Je suis timide. Comment puis-je oser demander une augmentation? Ah, bah écoutez, si vous êtes timide, pour oser demander, il va falloir construire votre confiance petit à petit, sans prendre 2 ans, mais petit à petit. Premièrement, n'oubliez pas de lister vos réussites par écrit pour renforcer votre confiance. On en a parlé, hein, l'importance de l'écrit, mais là, ça sera encore plus important pour ces profils de personnes qui se disent timides. Après avoir listé par écrit vos réussites, entraînez-vous à les présenter devant un miroir ou avec un ami. Franchement, l'épisode du miroir, c'est pas mal. Vous avez besoin de personne d'abord, et puis bah, c'est quand même perturbant, donc c'est un bon entraînement et ça sera pas bien plus compliqué devant votre chef que devant votre miroir. Troisièmement, n'hésitez pas, toujours l'écrit, mais préparez un document écrit qui vous servira de support le jour J. C'est pas pour le relire, mais vous verrez que rien que de l'avoir dans les mains ou rien que de le savoir dans votre sac à côté, bah, vous vous sentirez plus fort et plus à l'aise. Et puis, vous pouvez peut-être commencer par fixer avec votre responsable un rendez-vous plutôt informel pour discuter de votre évolution. Voilà, ça préparera le terrain, puis ça diminuera l'anxiété parce que voilà, c'est vous qui aurez la main, vous saurez exactement quoi dire et vous ne serez pas directement dans une relation où vous allez demander quelque chose, mais simplement discuter de l'évolution, voir un peu comment il voit les choses. Et ça peut être un préalable à un entretien plus spécifique plus tard. Une autre question, c'est quelle augmentation demander? Sachant que je ne veux pas paraître trop gourmand. Bah oui, bien sûr, tu veux pas paraître trop gourmand. Alors, à mon avis, quelque chose de réaliste, c'est de demander au moins 3% et au maximum 15%. Voilà, en dessous de 3%, franchement, c'est pas représentatif. Et au-dessus de 15, il faudrait vraiment que vous ayez accompli des choses extraordinaires, ce qui est possible, hein. Mais bon, je pense qu'entre 3 et 15, c'est raisonnable. Le niveau d'augmentation demandé, bah, il doit être justifié par les données du marché. Donc, vous essayez de savoir ce qui se passe dans l'entreprise, mais aussi ailleurs, pour des emplois équivalents. Et puis, bien sûr, bah, ce montant d'augmentation, il doit être appuyé par vos réalisations. Alors après, une bonne approche, c'est toujours de demander un petit peu plus que votre objectif pour avoir une marge de négociation. C'est la base de la négociation, hein. Donc, si vous voulez, si vous espérez avoir 10, bah, vous commencez à au moins 12, hein, au moins 12. C'est, je pense, une approche raisonnable. Maintenant, oui, on va parler de l'activité secondaire. Comment éviter les problèmes avec mon employeur principal? Bah oui, ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. J'ai le droit, j'ai pas le droit, je le dis pas. Première chose à faire, prenez votre contrat de travail en espérant que vous en ayez un et vous allez voir si vous avez une clause d'exclusivité et puis s'il y en a une, qu'est-ce qu'elle raconte. Deuxièmement, informez votre employeur si nécessaire. Bah, s'il y a une chance que ça revienne à ses oreilles, franchement, il vaut mieux qu'il l'apprenne de vous que de quelqu'un d'autre, que de notre collègue par exemple. Donc, bah, informez-le simplement. Selon les cas, demandez une autorisation si c'est la pratique là où vous travaillez. Troisièmement, choisissez une activité sans conflit d'intérêt. Voilà, essayez d'éviter, si vous travaillez dans le domaine, je ne sais pas moi, du service à la personne, mais évitez d'aller financer du service à la personne pour une autre marque à côté. Donc, choisissez une activité sans conflit d'intérêt, exercez en dehors des heures de travail. Il ne faut pas que ça ait de répercussions sur votre activité principale, aucune jamais, sinon bah, ça va pas vous aider, hein. Si en fait ce que vous gagnez à côté, bah, vous le perdez en n'étant pas augmenté parce que vous avez mauvaise presse dans votre entreprise, ça ne sert à rien.
Et enfin, n'utilisez pas les ressources de l'entreprise. Voilà, je sais pas, hein, la photocopieuse au hasard de l'entreprise n'est pas là pour vous aider à imprimer vos étiquettes de présentation de vos gardes d'animaux, par exemple. Voilà comment éviter les problèmes avec votre employeur principal sur l'activité secondaire. Toujours sur cette même thématique de l'activité secondaire, par quelle activité commencer quand on n'a aucune expérience? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais je reviens dessus. Commencez par ce qui est le plus naturel pour vous. Comment savoir ce qui est le plus naturel pour nous? Pensez à vos hobbies. Voilà, qu'est-ce que vous aimez faire sur votre temps libre? Ça peut être prendre des photos, ça peut être faire du sport, ça peut être bricoler. N'oubliez pas que vous avez des compétences professionnelles, hein. Vous pouvez peut-être, avec ce que vous avez appris, faire de la formation, du conseil. Et puis, n'oubliez pas de bien regarder quels sont vos dispos aussi, hein. Est-ce que c'est en soirée, le week-end, un autre moment? Et puis surtout, testez d'abord à petite échelle avant de vous lancer vraiment parce que ça vous permettra de voir si c'est réaliste, si ça vous plaît. Une autre question, on l'a dit, mais je vais peut-être revenir dessus rapidement. Comment gérer administrativement une activité secondaire? Bah, voilà, le plus simple, c'est de s'inscrire comme auto-entrepreneur sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous n'aurez qu'à déclarer trimestriellement votre chiffre d'affaires, vos revenus. Quand vous êtes auto-entrepreneur, il n'y a pas de déduction de charges, donc vous n'avez pas à vous en préoccuper, c'est tout simple. Donc vous tenez une comptabilité très simple de recettes, hein. Vous faites la liste de vos recettes et puis après vous la reportez trimestriellement sur le site de l'URSSAF. Conservez les factures, hein, on ne sait jamais, on pourra vous demander quand même, c'est une réalité d'exécution. Et puis bah, vous déclarez l'activité aux impôts tout simplement quand c'est la déclaration annuelle. Alors on va passer sur le domaine de l'investissement. Oui, alors une question qui revient souvent, que bah, moi-même je me suis posée, hein, c'est: j'ai peur de perdre mon argent en bourse. Que me conseillez-vous? Pour débuter sereinement en bourse, bah, le mieux c'est d'abord d'y aller avec de petites sommes. Bah, si j'évoquais la somme de 50 € par mois par exemple. C'est de choisir des trackers, des ETF très diversifiés. Donc vous en avez qui suivent un indice mondial des plus grandes entreprises partout sur la planète. Donc il s'appelle le MSCI World. Donc MSCI World, si on veut le dire avec l'accent qui va bien. Et là, vous limiterez les risques, puisque si la bourse française s'effondre parce qu'il y a je ne sais pas quoi, vous serez que très peu impacté. Si c'est l'américaine, vous serez plus impacté, mais enfin, vous n'aurez pas mis tous vos œufs dans le même panier, donc vous n'aurez pas une baisse de votre portefeuille à la hauteur de la bourse de la baisse de la bourse américaine. Donc voilà, allez-y avec des ETF diversifiés. Investissez régulièrement plutôt qu'en une seule fois, parce que le risque, c'est que vous investissez tout aujourd'hui, puis demain ça baisse, bah, y a tout qui baisse, alors que si vous investissez régulièrement, bah, ça sera lissé sur les périodes de hausse et de baisse. Et gardez un horizon long terme. Voilà, n'allez pas stresser tous les soirs à regarder votre portefeuille s'il est monté descendu, parce que vous n'allez pas bien vivre avec ça. Donc, un horizon de long terme, c'est 5-10 ans minimum. Et puis surtout, oui, c'est important, n'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Si vous dites, il faut que j'ai gagné 10% l'an prochain, j'ai mis 1000, il faut que je récupère mes 1100 l'an prochain. Non, 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 parce que vous allez vous faire du mal si l'an prochain vous êtes à 900 alors que vous auriez attendu une année de plus, vous seriez à 1200. Donc n'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Alors on a parlé des SCPI et des ETF. Alors là on me demande SCPI ou ETF pour commencer? Bah, j'aurais tendance à dire que ça dépend de votre profil. ETF, si vous débutez avec un peu d'argent, parce qu'on vient de le voir, 50 € par mois, pas de souci pour des ETF. Si vous voulez pouvoir vendre facilement, parce que c'est ce qu'on appelle un actif liquide, hein, donc les ETF, vous pouvez en acheter et en vendre tous les jours. Il y aura toujours quelqu'un en face pour vous le vendre ou pour vous l'acheter, donc il n'y a pas de souci. Et si vous visez aussi le long terme, je l'ai dit, hein, en raison des fluctuations qui peuvent exister sur les marchés boursiers. La SCPI, c'est si vous cherchez des revenus réguliers, puisque je vous l'ai dit, hein, le SCPI, c'est un moyen de se faire payer un loyer tous les trimestres, voire tous les mois, comme on le ferait si on avait un appartement en propre. C'est aussi si vous avez déjà une épargne de précaution, parce qu'il n'y a pas une si grande liquidité qu'avec la bourse, donc c'est quasiment le temps de l'immobilier pour revendre ses parts de SCPI, donc il faut compter quelques mois. Donc vous ne pouvez pas récupérer l'argent de demain si vous le voulez. Et puis, bah, écoutez, si vous aimez l'immobilier sans les contraintes, c'est là qu'il faut aller, hein. Si vous avez un petit coup de cœur pour l'immobilier, bah, c'est l'actif qu'il faut viser. Alors oui, on me demande combien de temps, pardon, pour voir les premiers résultats. Ah, ben là, ça varie selon l'approche.
Si on parle d'activité secondaire, bah là, dès 3-6 mois, vous pouvez avoir des premiers revenus significatifs, hein, si l'activité se développe comme vous le comptiez. Pour l'investissement boursier, je viens de vous le dire, c'est 5-10 ans pour des résultats vraiment intéressants. Voilà, pour que ce soit vraiment parlant, 5-10 ans, donc bon. Les SCPI, c'est des revenus qui sont trimestriels, assez vite. Il y a peut-être quelques semaines de carence au démarrage, mais assez vite, revenus trimestriels. Par contre, le capital est bloqué. Enfin, il est bloqué. Oui, si vous voulez le vendre, ça va pas se faire, ça va pas se faire tout seul. Et puis, il y a quand même des frais souvent d'entrée ou de sortie qui font que il vaut mieux le garder quelques années pour l'amortir. Par contre, l'augmentation de salaire, ben, tout dépend des résultats de la négociation, hein. Mais enfin, bon, comptez bien 2-3 mois de préparation pour vous donner le courage et les arguments, et puis le délai de mise en place après. Donc, ça peut, voilà, peut-être une demi-année, quoi. Des questions pratiques un peu plus diversifiées, mais j'en ai quand même une sur l'organisation de son temps entre le travail principal et l'activité secondaire. Je vous propose quelques règles qualifiées d'essentielles. La première, c'est de bloquer des créneaux fixes dans votre agenda. Voilà, vous dédiez du temps à cette activité secondaire. Vous commencez petit. Donc petit, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, maximum 5 heures par semaine, maximum. Vous utilisez des outils d'organisation, hein. Il peut y en avoir pour que les clients vous fixent des rendez-vous. Vous pouvez en avoir pour gérer votre agenda. Donc vous avez Trello, Google Calendar et bien d'autres. Préservez du temps pour votre vie personnelle. Voilà, je vous l'ai dit, mais vraiment, soyez capable de faire ça. Puis réévaluer chaque mois l'équilibre trouvé. C'est pas dit que dès le premier mois vous le trouverez. Peut-être que vous aurez, ça sera un peu trop compliqué. Peut-être vous allez vous ajuster. Donc réévaluer. Ensuite, comment maintenir sa motivation dans la durée? Bon, alors, bon, on en a parlé, hein, on a parlé tout à l'heure, de la motivation, c'est chercher le pourquoi d'abord. Pourquoi vous voulez gagner plus? Et une fois que vous avez ça, ce que je propose, moi, c'est de fixer des objectifs. On l'a dit, hein, des objectifs. Alors, vous savez, on dit qu'il faut qu'ils soient smart, les objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire smart? S, spécifique. M, mesurable. A, atteignable. R, réaliste et temporel. Voilà, donc déjà spécifique, mesurable et temporel, c'est important. Et puis, qu'il soit quand même un minimum réaliste. Et surtout, fixez-vous des objectifs qui dépendent de vous. Par exemple, si vous fixez un objectif de gagner 500 € de plus au bout de 3 mois en développant votre clientèle, bon, ben, vous risquez d'être déçu si vous n'arrivez qu'à 400. Alors que par contre, si vous vous fixez, et ça ne dépend pas de vous parce que vous ne savez pas exactement ce que va vous répondre le client. Par contre, si vous fixez comme objectif de mettre en place 3 campagnes marketing sur les 3 prochaines semaines, bon, mais ça dépend de vous. Et puis, vous pourrez espérer en tirer des résultats conséquents. Donc, premièrement, fixez-vous des objectifs dits smart. Deuxièmement, célébrez les petites victoires. N'attendez pas de gagner 1 000 € par mois en plus. N'attendez pas que la bourse monte de 100% sur une année. Célébrez toutes les petites choses qui se passent bien au quotidien dans votre quête de gagner plus. Ensuite, autre chose qui peut être intéressant, c'est un peu chronophage, mais franchement, c'est très positif, c'est de rejoindre des communautés de personnes qui partagent vos objectifs. Voilà, je sais pas, si vous voulez acheter des parts d'SCPI, vous trouverez des groupes sur internet, sur les réseaux sociaux qui vont parler des SCPI, desquels sont les meilleurs, lesquels ont les moins de frais, lesquels sont les plus risqués, et donc ça vous aidera et vous verrez que vous n'êtes pas seul en plus dans votre projet. Ensuite, vous pouvez suivre vos progrès avec des outils visuels. Bah oui, si vous développez une activité secondaire, bah, faites le cumul tous les mois, faites la courbe qui monte avec les revenus qui s'accumulent. Et puis je reviens vraiment pour finir, hein, le pourquoi. J'en ai parlé au début, mais voilà, gardez ça en tête tout au long de votre démarche. Ouais, alors je reviens sur les demandes d'augmentation. 2 choses. Oui, vous savez, on peut avoir des managers qui parfois sont fuyants. Par exemple, il vous dit: «Bah non, c'est pas le bon moment là, franchement, on en parlera plus tard». Alors, bon, 3 temps peut-être pour ça. Premièrement, bah, plus tard, c'est quand? Vous lui demandez quel serait selon lui le bon moment, hein, voilà, pour l'obliger quand même à se positionner. En fonction de ce bon moment, bah, fixez une date précise de prochain rendez-vous. Voilà, je sais pas, on est en décembre, est-ce que le 12 février, ça marche? Est-ce que ou encore plus tôt? Et puis entre les 2, bah, continuez à documenter vos succès, continuez à être prêt à exercer des responsabilités supplémentaires et éventuellement, vous pouvez peut-être commencer à préparer un plan B, hein, qui peut être de rechercher du travail ailleurs. Je sais que c'est un peu radical, mais si la situation se répète, par exemple, si c'est jamais le moment et que vraiment il ne veut pas en entendre parler, c'est peut-être le signe qu'il faut aller voir ailleurs si votre talent peut être mieux reconnu.
Alors justement, parlons de ça. Si j'ai reçu une contre-offre d'une autre entreprise, comment l'utiliser? Voilà, est-ce que c'est un levier ça? Alors oui, c'est un levier, mais premièrement, ne pas l'utiliser comme une menace, hein. Vous pouvez pas arriver en disant, «Si j'ai pas ce que je veux, je m'en vais». Par contre, vous pouvez présenter la situation le plus professionnellement possible, par exemple en expliquant que: «Je souhaite rester, mais j'ai une opportunité intéressante. Est-ce que, tu es d'accord pour qu'on discute de mon évolution?» Ensuite, si vous utilisez cet argument, bon, c'est qu'il faut vraiment être prêt à partir parce que si évidemment vous l'utilisez et que vous n'avez pas d'augmentation et que vous partez pas, ben vous allez vous décrédibiliser pour un bon moment. Donc, moi, je vous recommande de vraiment l'utiliser que si vous êtes prêt à saisir cette nouvelle opportunité. Le mieux pour être solide, c'est d'avoir une proposition écrite de l'autre entreprise. Vous vous sentirez quand même vraiment plus à l'aise pour aller discuter, pour utiliser ce levier-là avec votre employeur actuel. Voilà, et puis définissez vos limites à l'avance. Sachez dire lors de la négociation ce que vous voulez, ce pourquoi vous êtes prêt à rester, ce pourquoi vous êtes prêt à partir. Alors, si la négo n'aboutit pas, hein, maintenant, est-ce qu'on peut négocier d'autres avantages? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut voir comment ça s'est passé l'entretien, mais si vraiment la personne veut sincèrement vous aider, vous apporter quelque chose, ben, allez discuter par exemple d'une formation, certifiante. Votre employeur peut financer et ou vous dégager du temps, pour ça. Bon, c'est peut-être l'occasion de demander une journée de télétravail supplémentaire si vous y trouvez, un intérêt. Pourquoi pas quelques jours de congés additionnels? Pourquoi pas des primes sur objectif? Pourquoi pas, une prise en charge différente de la mutuelle ou, une participation, aux frais de transport plus importante. Voilà, c'est une augmentation, c'est pas simplement du numéraire, salarial, mais ça peut être des choses un peu complémentaires qui vont vous aider, à vous rapprocher de votre objectif. Je vais revenir sur les, activités secondaires. Voilà, on me demande: «Comment savoir si mon idée d'activité secondaire est viable?» Bah, oui, il va falloir, tester votre idée. Donc je vous propose une méthode. D'abord, bon, c'est classique, hein, c'est faire une étude de marché rapide. Ça veut dire quoi? Une étude de marché, vous recherchez, les concurrents, vous regardez qui fait la même chose, vers chez vous. Vous analysez leurs prix et puis vous identifiez leurs points forts, leurs points faibles. Bah, il y a quelqu'un qui garde des animaux, par exemple, il garde que des chiens. Bon, bah, dans votre quartier, bah, peut-être il y a un créneau pour les chats, hein. Voilà, c'est aussi, basique que ça, mais ça peut faire la différence. Testez à petite échelle, proposez vos services à deux-trois clients, demandez des retours détaillés et calculez votre rentabilité réelle. Une fois que vous aurez testé, vous verrez, si entre ce que vous dépensez et ce que ça vous rapporte, il y a vraiment une plus-value. Et puis après, bah, ajustez-vous avant de vous lancer, hein, avec, l'étude de marché et puis le test à petite échelle. Comment fixer mes tarifs pour ne pas être trop cher ni pas assez? Alors d'abord, je pense que la première chose à faire, je viens un peu d'en parler, c'est de calculer votre prix plancher. C'est quoi le prix plancher? Bah, vous regardez les coûts directs que vous amène cette activité, vous calculez le temps que vous y passez, comptez les charges, sociales et fiscales et bah, l'idée c'est que vous ayez une marge minimum de 30, sinon ça va pas être bien viable, hein, votre business. Ensuite, bah, vous analysez le marché, je l'ai dit, voir le prix des concurrents pour, se positionner correctement et puis le niveau de gamme visé. Voilà, est-ce que vous êtes, sur du low cost, du haut de gamme? À vous de voir ce que vous pouvez proposer, puis vous pouvez tester différents prix, hein. Sachant que l'idée, c'est je pense de démarrer un petit peu en dessous du prix du marché. Vous démarrez à 10-15-20 en dessous, le temps de vous faire, bien connaître, d'avoir une bonne réputation qui vous permettra après d'augmenter progressivement pour revenir au prix du marché, voire au-delà. Et puis adaptez-vous selon les retours de vos clients. Surtout écoutez les clients, écoutez ce qu'ils vous disent. S'ils renouvellent pas, leur confiance, par exemple, comprenez pourquoi. Est-ce que c'est la qualité technique de votre travail? Est-ce que c'est le relationnel qui a posé difficulté? Est-ce que vous avez du matériel qui n'est pas adapté? Voilà, adaptez-vous à ce que vont vous dire les clients. Allez, une dernière, parce que ça arrive à tout le monde. Comment gérer le syndrome de l'imposteur quand on développe de nouvelles compétences? Bah oui, vous pouvez vous dire: «Bon, est-ce que je suis vraiment, apte à faire cette activité? Est-ce que je suis vraiment apte à, prendre ce poste de manager?» Bon, voilà, vous pouvez vous poser beaucoup de questions et qui peuvent un peu miner votre confiance en vous. Alors quelques actions concrètes pour ça. D'abord, bah, listez bien vos compétences acquises. Dites-vous bien: «Ça, je sais faire, ça aussi». Ça va vous aider quand même à reconnaître vous-même votre valeur. Collectez des témoignages, clients ou de vos collègues ou voilà, selon la situation, mais allez écouter des personnes qui vous disent que vous êtes, la bonne personne pour faire ce travail.
Suivez des formations continues, la formation, voilà, en permanence, il faut continuer à se former, à apprendre et puis ça va booster aussi votre confiance en vous et votre confiance dans votre capacité à progresser. Partagez votre expérience, toujours intéressant de discuter avec des gens qui peut-être ont une expérience comparable à la vôtre. Acceptez d'être débutant, voilà, acceptez qu'au début, vous ne serez pas forcément le meilleur sur l'activité secondaire par exemple, mais par contre, fixez-vous comme objectif de progresser vite et de ne pas être débutant longtemps. Et puis, ce que je vous disais, célébrez chaque progrès, voilà, concentrez-vous sur l'amélioration continue plutôt que sur la perfection. Visez pas la perfection, mais visez d'être chaque jour un petit peu meilleur que la veille. Voilà, j'espère que ces questions-réponses vous ont été intéressées. C'était assez rapide, intense et dynamique. Mais en tout cas, moi, j'ai eu plaisir à y répondre avec vous. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a donné des idées concrètes pour améliorer votre situation financière. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis ou collègues qui pourraient en avoir besoin. Hein, vous n'êtes pas tout seul dans votre situation. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne de Plénit Finance pour ne manquer aucun des prochains épisodes, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, peu importe la plateforme avec laquelle vous préférez nous suivre. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode de Plénit Finance. Pour retrouver toute l'offre de Plénit Finance, n'oubliez pas que ça se passe sur www.plenit-finance.fr.